Pour moi, Marc Diakiez, dans ce qu'il fait gagner, c'est pas son sol ni sa lutte, c'est vraiment son striking. En fait, il a un striking qui est très très bon. Et Benoît, en termes d'expérience pure sur le sol, je le vois largement devant Marc. Je vois très très peu d'options pour Marc sur ce combat. Alors Mathieu, notre BSD national va revenir en action le 18 mai au Dojo de Paris, et cette fois-ci pas en MMA, mais en grappling, ses premiers amours. C'est ça. On avait vu déjà que sur son dernier combat contre Dustin Poirier, le premier round, ça avait été une masterclass en termes de sol. Et c'est justement dans le cadre du sol que Benoît fera son grand retour. Alors il va faire son retour non pas dans la cage de l'UFC, mais dans la cage de l'ADXC, une organisation qui nous vient d'Abu Dhabi, qui propose des événements de grappling. D'ailleurs, on va faire un bon gros brief justement sur qu'est-ce que cette organisation, comment ça fonctionne, le format et tout ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, déjà des combattants justement de MMA qui divergent un petit peu et qui vont affronter d'autres combattants dans d'autres disciplines? Le grappling, là, c'est le grappling, mais on peut notamment penser aussi à la boxe anglaise, par exemple, avec Ngannou contre Joshua. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Avant de donner mon avis là-dessus, il faut aussi savoir que par exemple quand tu es en contrat à l'UFC, tu ne peux pas pratiquer d'autres sports de percussion à côté. Sauf où tu es vraiment une très grosse star, à l'image de Conor McGregor qui était allé en anglaise contre Mayweather. Tu ne peux pas aller faire des combats de kickboxing, de boxe anglaise, etc. Par contre, Ok. au niveau grappling, ils autorisent les combattants. Alors après, il faut une autorisation préalable, justement, ce qui n'a pas été le cas avec Arman Saroukan, mais on va revenir justement dessus un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, ils peuvent aller s'exporter sur du grappling ou sur de la lutte. D'accord, bah c'est bon de On savoir. Tu l'avait vois, vu avec Khamzat Chimaev justement contre Jack oui, Hermanson oui, oui. en combat de lutte dans une cage. Mais alors après, moi je trouve ça plutôt chouette justement qu'ils aillent se tester dans une autre discipline. Si, imaginons, ils ont un délai trop important entre deux combats, ça leur permet aussi de rester actifs. C'est plutôt une bonne chose. Et puis vraiment de les voir en sol pur, parce que là, donc, on est vraiment sur quelque chose de différent. Le sol MMA et le sol grappling pur, Rien à quand il y a voir. les frappes, voilà, c'est complètement Ça n'a absolument différent. rien à voir. Mais c'est vrai que tu parlais justement de se tester un petit peu quand il n'y avait pas quand tu n'avais pas deux échéances qui étaient assez proches. Ça peut être aussi bien en cas de récupération, hein. Enfin, j'imagine tu sors d'un combat où tu as pris pas mal de dégâts, on va dire, au cerveau. En grappling, tu n'as pas de coup, justement, tu n'as pas de percussion. Donc ça peut être une bonne façon de rester actif, de rester dans le game, de toujours rester entraîné, de progresser techniquement, sans amplifier tes dégâts, quoi. À l'image de Benoît, justement, c'est ce qui s'est passé. Il a pris donc un KO TKO par Dustin Poirier. Tu as un protocole de récupération, protocole commotion, justement, où tu ne dois pas prendre de frappe pendant tant de temps, plus après le retour à l'entraînement, etc. Benoît, à la base, il avait dit qu'il voulait, parce qu'il sera très probablement matché sur la carte de l'UFC Paris, Mhm. il a dit qu'il voulait recombattre justement avant l'UFC Paris. Alors, il souhaitait faire ça en MMA. C'est C'est compliqué. problématique. C'est compliqué. T'as pas le temps de récupérer après un combat de ce genre, t'as pas le temps de récupérer en 2 mois, surtout au niveau du cerveau. Musculairement, bien évidemment, t'auras récupéré, là, rien à voir. Mentalement aussi, mais par contre, en termes de capacité physique, capacité cognitive, hein, capacité du cerveau, non, c'est pas possible. Le cerveau, ça prend longtemps à réparer, hein. Là, on a l'exemple aussi de Justin Gaethje qui vient de prendre un très gros KO sur Max Holloway. Il a dit: je prends 6 mois off d'entraînement. 6 mois off pour récupérer. Il a pris beaucoup de coups, il a pris beaucoup de coups, il finit en plus, c'était sur 5 rounds, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc il a pris beaucoup de coups sur 5 rounds, et à la fin, il se fait sécher de manière voilà, où il est complètement éteint. Là, le cerveau, je pense qu'il était vraiment à bout de souffle, surtout que Justin, voilà, c'est un habitué des guerres, c'est un habitué des combats justement ultra violents. Si même lui, il se rend compte qu'il faut prendre du temps off, c'est vraiment qu'il faut, quoi. Parce que lui, c'est vraiment du genre à combattre tout le temps, à être un petit peu, on va dire, à la bonne franquette, entre guillemets, tant que tu peux combattre, tu vas. Et là, on voit que même lui, il se rend compte qu'il y a un souci. Il y a aussi Dustin qui se rendait compte qu'il y avait un souci, qu'il fallait y aller mollo sur tout ce qui était combat, sur tout ce qui était dégâts au cerveau. On voit qu'il y a vraiment quand même une prise en compte maintenant. Les gens se rendent compte du danger, justement, du CTI, des soucis, des commotions, et des dégâts liés au cerveau, hein. Donc c'est une bonne opportunité justement pour Benoît, parce que j'ai pu en discuter avec lui. Et alors voilà, c'est quelqu'un qui aime l'activité, qui reste actif. De toute façon, on l'avait vu sur son run à l'UFC, hein. Il a combattu quasiment tous les 3 mois. On parle du run à l'UFC, même le run avant l'UFC, quand il était au Brave, il voulait combattre tout le temps. À chaque mois, il demandait à combattre quelqu'un d'autre. À chaque fois, il avait des combats, il était refusé tout le temps, donc il était frustré. Mais il a toujours fait ça, il a toujours fait beaucoup de volume et vraiment toujours resté dans la même lancée. C'est important, hein, parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à te relâcher un petit peu, c'est dur de reprendre derrière. Et là, justement, je sais, et voilà, il m'a dit qu'il y a quand même une certaine frustration par rapport à son dernier combat, qu'il n'a pas pu donner ce qu'il voulait donner, justement. Mhm. Et d'attendre jusqu'à l'UFC Paris, tu dois être
On a comme 4 un mois. lion en cage, quoi. Ouais. Tu tournes en rond, tu n'en peux plus, et il faut faire quelque chose. Il faut aller se tester sur le tapis. Et justement, bah, cet événement de grappling, c'est vraiment une très bonne chose pour lui, pour, euh, pour se remettre dans la compétition, quoi. Comme tu disais, en plus, un événement de grappling qui était à la base où il était censé affronter Arman Saroukian, qui est aujourd'hui en lice pour le titre, qui vient juste d'une victoire contre Charles Oliveira. Pourquoi ça s'est pas passé? Pourquoi ça s'est pas fait ce combat? Il y a eu pas mal de noms qui sont passés en potentiel adversaire, justement, et dont Arman Saroukian. Arman, le problème, alors quand tu veux justement combattre dans des grosses organisations bah, de grappling comme la DXC, enfin être matché sur ce genre de choses, tu dois quand même avoir l'approbation Du de ton boss. employeur, donc de l'UFC. Arman a exprimé directement, je crois que c'était dans un podcast ou sur les réseaux, comme quoi il allait affronter Benoît en grappling, mais en fait il n'a pas fait la demande préalable. Et l'UFC a dit bon bah c'est non. Nada, tu n'iras pas combattre contre Benoît. Bah, il est trop proche du titre, il est trop proche du titre, il est un petit peu connu. On a vu, il y a Aljamain qui est allé combattre dans cette organisation, mais Aljamain, c'est pas le combattant le plus populaire de l'UFC. Là, on est sur Arman, bah, qui vient juste de battre justement Ben Dariush et Oliveira, contre Benoît, qui était en train de combattre, on va dire, qui était à un ou deux combats du titre, s'il avait gagné contre Poirier. C'est déjà un match-up qui est un peu plus, je pense, frustrant pour l'UFC, puisque je sais pas ce que tu en penses, mais moi, si tu fais combattre Benoît et Herman ensemble hors de l'UFC, bah, tu casses un petit peu, on va dire, le what if, tu vois, qu'est-ce que ça donnerait en fait. Tu as déjà un avant-goût qui pourrait potentiellement en fait flinguer un combat, hein. Tu dirais en fait, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, le niveau d'un des deux est meilleur que l'autre, et ça te flingue potentiellement un futur combat à l'UFC. Donc je peux comprendre l'avis de Dana, mais bon, frustrant quoi. Frustrant parce que ça aurait été un beau combat. Bah, d'un côté, ça peut te donner justement cet avis-là, cette opinion-là, mais de l'autre, imaginons, tu vois un super combat, tu vois un truc, un feu d'artifice, et tu dis, ah ouais, si ça a donné ça en grappling et en lutte, ok, on veut voir ça en MMA, tu vois. Ça peut faire Ouais, mais aussi monter la sauce dans un autre sens. en fait, le problème, c'est que c'est ça, tu as une chance sur deux que ce soit un propulseur, soit un truc qui te fait descendre. Mais le truc, c'est que s'il n'y a rien qui se fait, ce sera forcément de l'hype. Si les gens ne savent pas, le niveau, tu vois, ils connaissent le niveau de Benoît, ils connaissent le niveau d'Arman, ils se disent s'ils combattent à l'UFC, il va forcément y avoir une hype. Maintenant, si tu sais qu'il y en a des deux qui est plus fort que l'autre, bah, ça peut potentiellement casser une hype en fait, hein. En fait, tu prends un risque pour rien en laissant tes combattants sortir de justement l'organisation comme ça, hein. Et alors donc ce ne sera pas Arman Saroukian, Ce sera pas Arman. mais alors avant justement de parler de son adversaire qui a été annoncé, on va faire un petit rappel des règles et de comment ça se passe à la DXC. Alors, les compétitions de grappling, majoritairement, on voit que c'est sur des aires ouvertes, type ADCC. Alors oui aussi, la DXC n'est à pas confondre avec l'ADCC. Et là, Non, pas cette fois-ci, forcément. Regarde le ONE FC, ils le font dans la cage, hein. mais le ONE FC, en fait, c'est que c'est une organisation qui est multi-style de combat, tu vois. Voilà, t'as du kickboxing, du muay thai, du MMA, et de temps en temps, bah, ils jettent un petit peu de combat de grappling, si tu veux, dedans. Mais là, sur des événements pur grappling, où il n'y a pas d'autres disciplines le soir même, c'est très rare de voir du grappling en cage. Ouais. Donc là, ça se trouvera en cage. Donc ça va vraiment rajouter une composante. Il y aura du coup les attaques en lutte contre la cage, qui Du sont cage vraiment... control. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la lutte normale, hein. On voit le fait de pouvoir se mettre contre la cage, ça change complètement la dimension du combat. Bah, voilà, pour ceux qui pratiquent, Petite question ouais, pratique. Est-ce qu'ils auront les gants ou pas? non, il n'y aura pas de gants. Oh, parce que faire de la cage sans gants, c'est pas très agréable, hein. T'as déjà frotté tes mains sur la cage comme ça, c'est pas forcément très agréable, tu peux vite te flinguer un doigt. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a déjà un combattant qui s'est arraché le doigt dans la cage. Mais bon, voilà. C'est Tapez vrai. sur internet, vous trouverez la vidéo rapidement. Et voilà, comme tu dis, en fait, la lutte de milieu de cage et la lutte contre la cage, c'est vraiment deux aspects totalement différents. Rien à voir. Moi, je sais par exemple que je vais performer beaucoup mieux contre la cage qu'en en milieu de cage. Et voilà, il y a beaucoup de combattants aussi pour lesquels c'est le cas. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand tu es pris en soumission, par exemple, je pense à une clé de talon, sur les aires ouvertes, tu peux rouler jusqu'à ce que tu sors de la zone de combat. Et bah là, si tu es pris en clé de talon, tu peux pas rouler en fait. Tu peux pas sortir de la zone. Tu auras le grillage qui va Ouais, bloquer. tu peux rouler jusqu'au grillage en fait. Une fois que tu es au grillage, boum, t'es bloqué. Ok. C'est ça. Ensuite, Et sur puis le. ça Ouais. aussi, tu peux facilement dominer l'adversaire, puisque quand tu es au milieu, en fait, t'as pas forcément le système de pression. Alors que si tu presses ton adversaire contre la cage pendant 3 rounds en grappling, que ça fait 3 rounds que tu es en train de l'écraser contre la cage, de le faire travailler, bah tu gagnes en fait. C'est ça. Tu gagnes. Tu auras pris le contrôle du combat. Alors, en termes de format de round,
on est sur les combats réguliers, donc préliminaires, etc. On est sur du 3 fois 3 minutes. Là, sur le combat de Benoît, donc tout ce qui est annoncé en co-main event et main event, Benoît sera le main event de la soirée, ça sera en 5 fois 3 minutes. Et donc pas 3 fois 5 façon MMA, mais 5 fois 3 minutes, avec 1 minute de repos. Alors qu'est-ce que ça va engendrer justement ce format-là? Parce que c'est un format assez court. Ça va engendrer de l'action. De l'action. Tu peux pas, sur un combat type ADCC ou même les catégories Black Belt à l'IBJJF, par exemple, c'est des formats de 10 minutes. Ouais. Et en fait, quand les rounds ils sont longs, tu peux te permettre de prendre plus ton temps pour installer ton jeu, mais du coup, Ouais. ça va donner des combats un petit peu plus lents, en fait. Lents, moins d'action, moins de mouvement, etc. Là, sur du 5 fois 3 minutes, il faut que tu performes. Il faut que ça aille vite, il faut marquer l'esprit. Donc ça va être voilà, des très gros échanges en lieu, des gros scrambles. C'est assez dur de soumettre sur du 3 minutes, d'installer son jeu, prendre la position pour les soumettre. Mais c'est un format qui va privilégier l'action. Un petit peu à l'image des formats MM amateurs, hein. En fait, tout le monde pense que les formats amateurs, c'est 3 minutes également. Du coup, il y aura moins d'action, enfin moins de volume. Mais en fait, en 3 minutes, justement, il faut que tu mettes la sauce. 3 minutes, t'es frais, tu peux vraiment. 5 minutes, t'es obligé de timer. T'es obligé, on va dire, d'avoir un rythme qui est plutôt pas lent, mais t'es obligé de te dire, ok, ça dure 5 minutes, je vais prendre mon temps. 3 minutes, tu peux envoyer. Tu peux envoyer la sauce. Et tu vois, dans les compétitions amateurs, 3 minutes, c'est non-stop en fait, ça s'arrête jamais. En 3 minutes, tu peux vraiment mettre tout ton jus, tu récupères pour une minute et tu renvoies. Si t'es sur du 5 minutes, là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Là, je vais faire un petit parallèle. Par exemple, j'avais pris part compétition à la FFL, c'était des rounds de 5 minutes. Et en IBJJF, donc en Black Belt, c'était des rounds de 10 minutes. Et bah, j'étais ressorti beaucoup plus cramé après les rounds de 5 minutes que le round de 10 minutes. Parce que sur du 5 minutes, il fallait y aller, c'était un peu à l'image d'un sprint, quoi. Là où sur Ouais, du c'est ça. Très bonne comparaison en fait. C'est comme si tu faisais. Imagine, tu fais une course de 30 minutes. Bah, tu sais que ça va être. Tu vas mettre un petit peu d'intensité, mais tu vas pas être crevé. Voilà, c'est 30 minutes, donc tu as ton rythme. Par contre, si tu sais que ta course, elle dure 2 minutes, tu finis ta course, t'as plus d'énergie. T'es à bout de jus, t'as plus de jus, t'as court de jus, pardon. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment le format sprint et le format endurance, en fait, un petit peu. Et sur le scoring justement des rounds, on va retrouver un scoring MMA. C'est-à-dire qu'à la fin des 3 minutes, on va avoir un scoring à façon 10, 19, 18, avec à la fin du combat, justement, s'il n'y a pas eu de soumission, une décision arbitrale, une D'accord, décision des donc juges. du coup, ça renforce encore plus l'intérêt de la cage, parce que le fait de pouvoir presser l'adversaire contre la cage, comme je disais tout à l'heure, ça va vraiment donner l'impression de domination, en fait, de pression, et ok, intéressant. C'est une bonne combinaison. C'est une bonne combinaison. Alors il y aura aussi, donc sur cet événement, il y aura du gi, donc en kimono, et il y aura du no-gi. Benoît, le combat, ça se fera en no-gi, même s'il a déjà tourné justement en kimono. Il y a 4 KT de poids chez les hommes. Il y aura lightweight, welter, middleweight et heavyweight. Benoît, il va combattre donc en welterweight, à 77 kg. Et maintenant, on va arriver sur l'adversaire de Benoît qui a été trouvé. C'est aussi un UFC fighter en la personne de Marc Diakese. Alors Mathieu, c'est qui Marc? Pas forcément le combattant MMA le plus connu de l'UFC, mais un très très bon combattant néanmoins. Ceux qui connaissent, en fait, il était à l'époque dans le Obama. Obama, c'est l'ancien Cage Warrior. Et là-bas, il performait. Il performait énormément. Il était invaincu. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a pu prendre sa première, comment on dit, c'est grâce à cette organisation qu'il est pu se rapprocher de l'UFC. Une fois arrivé à l'UFC, pareil, il a fait jackpot. Il a enchaîné victoire sur victoire sur victoire. Il a même signé un magnifique KO sur Tiemu Pakalen avec le plus bel overhand que j'ai jamais vu de toute la carrière, de toute ma carrière. Vraiment, il était net, précis, rien à dire. Et ensuite, une petite dégringolade. Il a commencé à affronter des combattants beaucoup plus durs, en la personne de Drakkar Klose, Dan Hooker, Nasrat Akparas, bref, des combattants qui ont déjà un beaucoup plus gros niveau. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et là, aujourd'hui, il est encore en activité à l'UFC avec des résultats en dents de scie. Sur ses 6 derniers combats, il est sur 3 victoires pardon, pour 4 défaites. Un combattant actif, un combattant vétéran, puisqu'aujourd'hui, il est à l'UFC depuis 2016, ça fait 8 ans. Mais voilà, encore dans le jeu, mais pas du tout du même calibre que Arman. Alors même en style de combat, Arman, on voit une très grosse lutte et très gros contrôle. Quelque chose d'assez assez compact, laisse peu d'espace au sol, met une grosse pression. Europe de l'Est, Diakese, la classique. voilà. Diakese à l'opposé, je vois un sol un peu plus, on va dire en folie, un peu plus wide. Quelque chose de plus aérien, tu vois. Moins de contrôle, moins de pression, mais peut-être un peu plus opportuniste sur les soumissions. Je retrouve le vocabulaire de Thomas là.
ancré ou aérien. Thomas Les Louberçal. chiens ne font pas des chats. Ah, ça, c'est sûr. Mais je te rejoins à 100%. C'est vrai qu'il n'a pas du tout le profil. Si on compare à Benoît, par exemple, c'est un welterweight qui est plutôt longiligne. Benoît, c'est un peu plus une barrique, on va dire, entre guillemets. Et... Non, mais si on doit comparer les styles. Si on doit Le comparer style les styles, barrique. Benoît, c'est une petite barrique. Non, ce que je veux dire, c'est que Benoît, voilà, il est beaucoup plus épais. Marc, il est vraiment, voilà, longiligne, plutôt fin, pas une morphologie, voilà, de barrique, on reprend le terme. Et c'est vrai que si je voulais jouer la force avec Benoît, je le verrais difficilement gagner, ou en tout cas difficilement gagner sur le long terme. Je vois beaucoup plus jouer dans la rapidité, justement, dans la fluidité du mouvement, dans le fait d'être très mobile et aérien, comme tu l'as dit. Sinon, je vois très peu d'espoir pour lui. Et Benoît, bah, de par son style, justement, c'est bah, grosse pression. On peut voir qu'il a quand même, bah, surtout justement sur le cage control, au niveau des prises de dos, il performe très bien là-dessus. Il met une grosse pression. Il arrive à souvent mettre son crochet et qui est vraiment, je vais le dire, emmerdant parce que je l'ai déjà mangé pas mal de fois justement. Quand il vient de saisir au niveau du dos, qui commence à rentrer un seul crochet et qui te met pression après pour t'emmener au sol, il est vraiment très très fort dessus. Et c'est une glu. Voilà, une fois qu'il est dans ton dos, c'est vraiment une glu. Euh, Diakese, voilà, à l'opposé, sur une physionomie de combat, bah, je pense mettre beaucoup de feintes, beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'activité peut-être pour fatiguer Benoît. Mais si Benoît arrive à, voilà, à le pressionner contre la cage, à prendre le dos, bah, pour moi, ça sera plié. Et puis pour moi, forcément, on est sur deux combattants différents, hein. Pour moi, Marc Diakiez, dans ce qu'il fait gagner, c'est pas son sol ni sa lutte, c'est vraiment son striking. En fait, il a un striking qui est très très bon. Bon, il est comme très très bon au sol, très très bon en lutte aussi, hein. Mais ce qui est vraiment le tir vers le haut, c'est son striking. Alors que Benoît, ce qui le tire vers le haut, c'est pas forcément son striking, c'est son sol, c'est sa lutte. Donc voilà, on est sur un combattant qui a spécialité sol-lutte, contre un combattant qui a spécialité striking. Et Benoît, en termes d'expérience pure sur le sol, je le vois largement devant Marc. On parlait du côté pression, mais le truc, c'est que Benoît, il a aussi un très bon côté aérien aussi, hein. Il sait bien bouger, il est très mobile sur ses hanches. C'est pas, on va dire, juste un poids mort sur l'adversaire. Je vois très, très peu d'options pour Marc sur ce combat. À moins que Marc soit concentré principalement sur le grappling depuis son dernier combat à l'UFC qui date d'il y a quasiment une demi-année. Je le vois pas, à son niveau actuel, performer bien contre Benoît. Au contraire de Arman. Arman, c'est un combat que là, ça m'a épais. Ça me donne envie de regarder, puisque Arman il est très fort au sol, très fort en lutte. Très, Benoît, très, très très, fort au très sol, gros très fort en lutte. challenge. Là, ça faisait vraiment genre deux blocs qui vont s'affronter. Là, j'ai l'impression que tu as un bloc qui affronte un mec qui va essayer de résister. Voilà, c'est ma vision du combat. Alors, personnellement, avant bah, que ce combat soit annoncé, moi, je connaissais pas forcément la DXC. J'avais pas entendu de plus de choses que ça. Pourtant, on a pu voir bah, des très gros noms quand même de la scène MMA qui ont participé. Bah, comme tu disais tout à l'heure, à l'image de Aljamain Sterling, l'ancien champion bantamweight de l'UFC. Il y a Chase Hooper, Douglas Lima, Rinat Fakhretdinov, Terence Vettori. McKinney, Vettori Nelson aussi. Anderson, Marvin Vettori aussi, quand même. Marvin Vettori. Voilà, des très gros noms. Et donc là, bah, pour leur troisième édition, ils vont s'installer en France. Et il y aura aussi bah, d'autres combattants français, bah, à l'image de Amin Ayoub, qui s'est matché. Il y aura Ibrahim Mané aussi. Et pas mal de gros noms sur le gi aussi. Excellent. De quoi nous faire patienter en attendant l'UFC Paris de septembre. Exactement. Parfait. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire, nous dire bah, votre avis justement sur ce combat. Et on se dit à très vite pour une prochaine news. Exactement. Os. As.